Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun, le balado pour contrer l'individualisme et proposer une solution concrète, les communs. Chaque semaine, je reçois une personne dont le récit m'a inspirée et qui présentera un commun, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Parce qu'un monde meilleur, ça existe déjà. Habiter ensemble à 100 personnes en donnant à tout le monde une place dans la prise de décision. Partager en commun un potager, un cinéma maison, une cuisine collective et bien plus. Créer une épicerie au sein de l'habitation où on vient se servir soi-même en payant sur la base de la confiance. C'est le pari qu'ont fait les habitants de Cohabitat à Québec, au cœur de Sainte-Foy. J'y ai passé 2 jours pour visiter l'endroit, où les bâtiments sont disposés en carré autour d'un grand jardin. J'ai mangé avec les gens au souper pizza sur la grande terrasse face au soleil couchant et j'ai surtout fait de belles rencontres. D'ailleurs, j'ai dérogé à mon format habituel d'entrevue pour inclure une 2e personne dans un segment distinct. Paul-Henri, rencontré par hasard et dont le regard et les paroles m'ont touché. Je discute surtout avec Sylvain dans cet épisode. On parle de gestion de conflits, de l'amitié comme remède à la solitude et de vieillir ensemble. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Sylvain Gingras de Mers, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici à Cohabitat à Québec, dont on va parler aujourd'hui. Tu travailles en communication et en audiovisuel et surtout tu es membre de Cohabitat à Québec où tu vis avec ta conjointe et votre bébé et où tu joues entre autres un rôle de représentation et de promotion. Mais Sylvain, la première question que j'aime poser pour mieux apprendre à te connaître, c'est quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Oh, très bonne question pour commencer. Dans mes valeurs importantes ici à Cohabitat Québec, puis je vais commencer avec une première valeur, puis je pense qu'on pourra jaser des autres un peu plus tard, mais j'avais le volet écologique, donc le volet écologique, l'environnement. Et c'est ce qui m'a en fait intéressé là, et attiré le plus à Cohabitat Québec au départ. Je cherchais en fait à l'époque des moyens de contribuer un peu à la crise ou au changement climatique. Puis là, je me suis dit, de vivre déjà dans un milieu écologique, c'est peut-être une partie de la solution. Donc, ça fait depuis 8 ans que tu vis ici à Cohabitat, qui a ouvert en 2013 après 10 ans de réflexion, de préparation. C'est un endroit où les membres sont propriétaires en condo et partagent des espaces communs extérieurs et intérieurs dont ils et elles prennent soin. Aujourd'hui, vous êtes 100 personnes à cohabiter ici. Sylvain, ce sont qui les gens qui font le choix de vivre à Cohabitat? Il y a plusieurs types de personnes qui décident de venir vivre ici à Cohabitat. On va retrouver avant tout, en tout cas en répartition démographique, là, on a environ le tiers d'enfants, le tiers d'adultes en population active, donc qui sont sur le marché du travail, puis on a le tiers d'aînés. Ça, c'est intéressant parce que cette représentation démographique-là, c'était ça il y a 10 ans. Puis étonnamment, c'est encore ça aujourd'hui. Évidemment, il y a des roulements, fait qu'il y a des gens qui vont quitter, puis il y a des arrivées et des départs. On réussit quand même à retrouver cette représentation-là parce qu'il y a toujours des nouvelles familles qui sont intéressées à venir vivre ici. Il y a des personnes seules, donc il y a des aînés qui vont venir vivre ici puisqu'ils vont être à la recherche, par exemple, d'un milieu de vie intergénérationnel. Des gens qui voudront pas aller vivre dans des tours à condos un peu froides, un peu impersonnelles, qui se disent non, moi j'ai le goût de vivre la communauté, j'ai le goût de vivre une expérience communautaire avec d'autres personnes, donc qui vont éventuellement devenir des amis. Puis ça fait une belle représentation, une belle communauté intergénérationnelle. La vision de Cohabitat, j'ai envie de la lire parce qu'elle est très belle. Elle va comme suit. Nous présumons qu'un ensemble de gens, hommes et femmes, jeunes et vieux, issus de milieux variés, peuvent ressentir des besoins communs, universels, partager un rêve aux contours changeants et investir collectivement leurs ressources et leurs volontés. C'est afin de mettre au monde, dans l'espace et le temps, un habitat qui nous convienne à tous et à chacun, que nous créons Cohabitat Québec et élisons d'y bâtir maison. Donc ça, c'était la vision initiale lorsque le projet était encore à l'état du rêve et qu'on souhaitait construire quelque chose. Peut-être 2 questions en une. Sylvain, premièrement, as-tu l'impression que cette vision initiale a été concrétisée? Et deuxièmement, est-ce que toi, tu as trouvé ce que tu cherchais à Cohabitat? Oui,
Pour avoir discuté avec différents voisins, puis de ma perception personnelle, je pense que la vision initiale a été réalisée parce que nous la vivons un peu à tous les jours, cette vision, à travers là, toutes les différentes activités et les projets que l'on fait. Oui, assurément. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on est tous des individus différents, puis on a chacun un peu nos besoins. Et moi, pour ma famille, oui, j'ai trouvé un milieu de vie qui me plaît, dans lequel on a beaucoup de plaisir à organiser toutes les activités. Puis au niveau de l'engagement, ben chaque voisin adore contribuer et le fait un peu à sa manière. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui adore qui aime bien la technologie, qui sait comment déboguer puis réparer les patentes qui brisent. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aider mes voisins qui ont un petit peu moins la touche ou le talent technologique, mais au contraire, eux pourraient m'aider, donc, par exemple, dans la construction, rénovation, dans un domaine que j'ai un peu moins de talent. Fait comme ça, on s'échange des petits travaux, des petites corvées comme ça, mais ça nous fait vraiment plaisir, finalement, l'un l'autre, de donner à chacune. Puis j'imagine qu'il y a un sentiment de valorisation dans le fait de se sentir utile à sa communauté, de sentir qu'on est à la fois soutenu par d'autres quand on a besoin et qu'on peut aussi apporter quelque chose. C'est à contre-courant complet de l'individualisme auquel on est habitué et de l'idée que on a chacun nos petites affaires, notre petite vie et qu'on a besoin de personne. Là. Exact. Oui. Puis on a un sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand, mais oui, puis ça comble en nous, effectivement, ce petit besoin de reconnaissance, ce petit besoin de se dire, OK, je sens que j'ai fait quelque chose de bien pour mon voisin, pour mes voisins, parce que c'est évidemment, des fois, on agit pour l'ensemble de la communauté, là, finalement. Là. Et la vie communautaire à Cohabitat, elle est foisonnante. Hier, tu m'as fait visiter l'ensemble de vos installations intérieures, extérieures. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous les nommer? Tous les lieux de rencontre. Oui, il y en a beaucoup. Puis là, ça va être mon défi, ça va être de m'assurer de ne pas en oublier. Donc, évidemment, le cœur de Cohabitat Québec, ça va être la maison commune. Donc, c'est un espace principalement intérieur. On va commencer par ce bout-là, de 9000 pieds carrés sur 2 étages. On va retrouver, évidemment, la salle à manger commune, où est-ce qu'on peut asseoir entre 80 et 100 personnes. C'est là qu'on va tenir nos repas communs. Donc, on va avoir les repas communs qui vont se dérouler là. La salle commune partagée est proche de la cuisine, donc une grande cuisine communautaire. On a un espace pour les tout-petits. Puis, au sous-sol, on va retrouver là, donc une grande salle polyvalente, un cinéma maison. On a la buanderie. 2 chambres d'invités. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que n'achetez pas une maison ou une unité avec une chambre qui sert juste à Noël puis à Pâques, là. Puis pendant l'été, achetez un peu plus petit, mais sachez qu'on a une chambre pour les invités qu'on peut louer. Puis ensuite, on a des espaces de rangement pour les vélos. On a un atelier aussi de menuiserie, un peu plus pour le bois. Fait que ça, c'est les espaces intérieurs. Puis côté extérieur, ben là, on a une grande cour au centre, un peu plus pour les plus jeunes enfants. La manière que les unités ont été construites, ça fait en sorte que on voit très, très bien la cour d'un peu partout là, dans les divers bâtiments. Puis, dans la cour, on a une cour aussi extérieure qui donne un peu plus vers le Cap, là, parce qu'on est adossé dans le quartier Saint-Sacrement, là, vers le boulevard Charest. Donc, dans ce coin-là, dans cette cour-là, on va retrouver un grand potager, un espace pour le feu, la corde à linge, etc. Puis, il y a des espaces aussi de compost. Bref, tout plein d'espaces communs partagés qui évoluent là, au fil du temps et des années. Et c'est très beau, c'est très fleuri, il y a des arbres fruitiers un peu partout. C'est un jardin nourricier, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, exact. C'est des très beaux espaces. La terrasse hier, c'était très, très chouette avec la lumière du soleil qui se couchait tranquillement. Tout le monde qui était là pour le repas pizza du vendredi, c'était très cool. Les repas communs, c'est à quelle fréquence? Ouais, c'est intéressant qu'on discute des repas communs. Donc, dans les 5 équipes, sous un principe de rotation d'horaire, il va y avoir une équipe qui va s'occuper de la cuisine, une autre équipe qui va s'occuper de la vaisselle, puis une équipe là, qui va faire le ménage de la maison commune pendant la semaine. Et donc là, c'est un repas commun par semaine, et c'est vraiment le cœur un peu de notre activité là, communautaire à Cohabitat Québec, parce que c'est là qu'on va venir créer des liens, qu'on va venir discuter de nos dossiers de cercle,
puis qu'on va venir passer là, finalement aussi, évidemment, là, du bon temps entre voisins. Là, c'est un peu ça l'objectif de la chose. Puis c'est vraiment bien, là, surtout pour les familles qui sont occupées puis qui vivent... c'est ça, là, la frénésie moderne, hein? De se dire que j'ai un repas par semaine qui va être cuisiné puis qui est prêt. Puis on a juste à attendre la cloche. Donc la cloche va sonner à 18h, puis là, les enfants vont accourir, les parents vont suivre. Puis c'est vraiment sympathique, là, parce que après on se dit, on n'aura pas de moins à s'occuper dans la semaine, on va avoir passé du bon temps avec nos voisins, puis on va simplement là, profiter. Vous avez choisi le modèle de la sociocratie pour vous organiser. Donc, la sociocratie, c'est qu'on s'appuie sur l'intelligence collective pour atteindre un objectif commun avec le consentement de chaque membre. Concrètement, ça fonctionne avec des cercles de concertation qui rapportent ensuite leurs décisions ou réflexions à un cercle général qui englobe tout le monde. Sylvain, comment ça se passe la prise de décision à 100? Ou en tout cas, peut-être à moins que 100 si les enfants n'ont pas la parole jusqu'à maintenant. C'est intéressant, je vais discuter tout de suite des enfants. Les enfants peuvent avoir leur mot à dire. Ils ont un cercle, donc un petit comité d'enfants. C'est chapeauté en fait par notre cercle général qui va une fois de temps en temps aller sonder le pouls des enfants. Fait qu'on va regrouper les enfants, les plus jeunes et moins jeunes, sur divers sujets particuliers. Mais si je reviens à la grande question, nous, c'est notre cercle général, mais qu'on appelle le conseil d'administration générale, dans lequel on va retrouver les répondants, donc les chefs de chacun des cercles vont se retrouver ensemble au sein d'une grande table et vont être annexés d'un second lien. Donc le second lien, c'est une personne qui est très importante en sociocratie, c'est la personne qui va amener en fait l'esprit du cercle. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cercle? Quelles sont les énergies ou les réflexions qui pourraient être intéressantes à monter au cercle général lorsqu'on prend une décision? Puis le répondant, finalement, le chef, lui, fait un peu plus l'inverse. Donc, lui va être un peu plus top-down. Là. Donc, lui, il va plus descendre l'information dans les cercles lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au cercle général, qui est notre conseil d'administration générale. Puis une fois de temps en temps, les membres du conseil d'administration là, vont se regrouper dans un petit CA restreint, mais simplement pour prendre des décisions plus opérationnelles là, qui sont liées à des obligations réglementaires ou légales de notre fonctionnement. D'accord. Puis je pense que ça, c'est un point non contentieux qui va rejoindre les gens qui nous écoutent. On aime ça se sentir valorisé. Oui. Mais je pense qu'une des interrogations, peut-être un bémol que les gens auront, peut concerner la gestion des conflits ou des désaccords. Quand on est 100 personnes à cohabiter, forcément, il y a des divergences d'opinion à un moment ou à un autre. Oui. Je sais que vous pratiquez la communication non violente ici. Oui. Comment est-ce que vous naviguez cette réalité du conflit à cohabitant? Première des choses, en prémisse, c'est important de comprendre que c'est pas tout le monde qui est ami avec tout le monde à cohabitat. C'est pas d'ailleurs ce qu'on demande, là. Puis évidemment, il peut y avoir des conflits qui arrivent ici et là. Puis la manière qu'on l'approche, c'est qu'on a une démarche de résolution de conflits qui est écrite, par exemple. On va éviter de faire ça en numérique, par courriel, etc. Fait qu'on va autant que possible faire ça en présence avec la personne. Et on peut aller chercher de l'aide, donc d'aller chercher des personnes qui vont jouer un rôle de médiation, qu'on va appeler un peu nos girafes. Puis le but, c'est évidemment de pas laisser ça traîner. Puis les conflits, on peut les traiter donc en one-on-one, donc d'une personne avec un autre. On peut se faire aider par quelqu'un qui a une bonne oreille, une bonne écoute, puis qui va être là pour faire de l'écoute empathique, puis de faire du reflet empathique avec la personne. Puis c'est là que la CNV, ça devient plus qu'un outil. Donc oui, c'est un outil. Là, je veux dire, le OSBD, pour les gens qui connaissent pas la communication non violente, il y a des processus, des méthodes, mais ça, on va aller un peu plus loin. Donc la CNV, ça va devenir une manière de vivre, une manière de se dire que finalement, moi, mon but, mon objectif, lorsque j'essaie de bien résoudre un conflit ou quoi que ce soit, ou de faire avancer un projet, de faire avancer une idée, mon but avant tout, ça va être de connecter avec la personne en premier lieu. Et lorsque la connexion authentique aura été réalisée, là, on pourra jaser de la situation problématique. C'est intéressant ce que tu nommes sur la connexion parce que, en fait, c'est vrai que si on souhaite véritablement ne pas être défensif, sentir que les deux sont écoutés, il faut que ça passe par déjà une connexion, un respect, une empathie. Et quand il y a ce sentiment de, j'ai envie de dire, de sécurité là, qui est présent, là, après, on peut aller dans ce qui est difficile d'une manière qui est respectueuse. Puis c'est pour ça
que s'il n'y a pas connexion, s'il n'y a pas d'espace non plus pour amener des points difficiles, ben on le fera pas, c'est tout, là. Prendre responsabilité, là, si c'est moi qui dit bon ben moi je m'en viens régler un conflit là, ou aborder un sujet plus difficile, si je me rends compte que l'autre personne n'est pas disponible ou n'a pas la disponibilité, ben on va dire OK, ben, regarde, y aurait-tu un autre moment dans ta semaine ou dans ta journée qu'on pourrait prendre le temps, ou dans une semaine ou deux, parce que des fois il faut laisser les choses décanter, là, évidemment. Puis après, on s'entend ensemble de trouver le bon moment. Puis en ayant chacun la connaissance partagée de cet outil-là, de cette approche-là, de la CNV, ben là, on le sait que notre discours ou notre manière de communiquer se fait un peu dans cette optique-là. Alors qu'à l'inverse, vraiment, on arrive avec nos grands shows Bing Bang, hey, tu peux-tu faire? Fait que là, on arrive bien choqué. Évidemment que la personne à l'autre côté, ça fonctionnera pas. On n'a pas envie d'accommoder. Voilà. On va prendre une pause de notre enregistrement pour aller écouter la discussion avec Paul-Henri, qui est un membre fondateur de Cohabitat. Paul-Henri April, merci de me recevoir chez vous. Bonjour. Bonjour. Paul-Henri, vous avez 80 ans et vous êtes un des membres fondateurs de Cohabitat. Et vous avez accepté de venir faire un petit segment dans mon épisode pour nous raconter un peu votre histoire et surtout l'histoire du pourquoi créer Cohabitat. Vous avez vécu à Rimouski, où vous étiez un enseignant, et vous avez pris votre retraite à peu près autour de 2003-2004, si je me trompe pas. Et quand vous étiez à Rimouski, vous aviez énormément de connaissances. Beaucoup de gens connaissaient votre nom, que ce soit les anciens étudiants, les parents des étudiants. Vous aviez une communauté. Et puis un jour, vous déménagez à Québec. Et c'est là que tout commence pour Cohabitat. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu votre arrivée à Québec et les raisons d'avoir désiré bâtir cette communauté ici? C'est un grand choc pour moi de débarquer à Québec. Je sais que c'est pas une très grande ville, mais il y a une bonne différence de comportement avec Rimouski, qui est une ville, qui est un gros village en fait, là. J'habite dans un condo seul et c'est terrible pour moi. Mm-hmm. C'est très plate. À ce moment-là, je suis des cours, puis j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui me présente Michel Desgagnés, qui lui revient d'une tournée des États-Unis et du Canada et cherche des gens pour former son projet de Cohabitat. Je me rends à une séance d'information. Il y a une vingtaine de personnes dans un sous-sol d'église, là. Puis pendant 1 heure et demie, il nous présente la tournée qu'il vient de faire des communautés et je suis déjà emballé à sa première présentation. Pourquoi? C'est quoi qui vous emballe dans ce qu'il vous présente? La communauté, évidemment. Avec le projet d'habitation, les amis viennent avec. On n'est pas seul. Après la présentation, je lui donne la main puis j'ai dit, on va en faire un Cohabitat. On sera 6, 10, 20, 30, 40, ça n'a pas d'importance. Tu peux compter sur moi. J'ai même pas de plan B, là. C'est sûr que je vais toujours te seconder. Vous y avez cru dès le départ. Dès le départ. Et vous vous êtes investi très tôt. Puis aujourd'hui, vous habitez une des unités en condo. Vous êtes à quelques mètres seulement de la terrasse où tout le monde se rejoint. Avant, vous étiez à l'étage. Vous avez déménagé, en fait, à l'intérieur de Cohabitat, il y a quoi, 1 an à peu près, vous avez dit? Que j'ai déménagé? Oui, que vous êtes arrivé au niveau ici. Ça fait 15 jours. 15 jours, mon Donc, ça fait 15 jours que vous avez changé d'appartement pour passer du condo à l'étage et arriver à un condo qui est vraiment de plein pied au niveau de la grande terrasse. Oui, vous êtes très là, proche des gens, là. Oui. Mais là, il y a des raisons à ça, là. À la base, j'ai un cancer, mais je viens d'avoir le Parkinson.
Puis le déménagement fait partie de préparer mon futur. Je ne sais pas comment ça va se passer dans mon futur. J'élimine les escaliers parce que peut-être que ça va finir en chaise roulante, peut-être que je vais avoir de la difficulté avec les obstacles physiques, là. Ça fait que c'est dans ce but-là que j'ai déménagé. Comment est-ce que vous appréhendez de vivre tout ça? Est-ce que vous vous sentez entouré, soutenu à Cohabitat? Une chance que je suis à Cohabitat. Sans ça, probablement que je serais obligé de faire comme le reste de la population, là, mais j'ai l'intention de finir ma vie à Cohabitat. Je suis supporté régulièrement. Les gens cognent à la porte, puis tiens, j'ai fait des muffins, tiens, j'ai fait de la soupe. Les repas communs, de toute façon, je me suis inscrit à 2 repas communs. Un pour manger avec la communauté, puis un pour emmener chez moi, pour faire de la variété un petit peu dans mon alimentation, là. Pour l'instant, là, c'est un vrai plaisir d'habiter ici, là. Est-ce que vous voyez des gens, des voisins, tous les jours? Oh, c'est une question facile, ça, là. Ça dépend si je sors. J'essaie de m'entraîner. Je me suis entraîné toute ma vie, puis je veux pas que la maladie m'empêche de m'entraîner. Par exemple, je viens de recommencer cette année à faire du vélo, là. Puis le vélo et le Parkinson, ça va pas ensemble tellement, là. L'année passée, j'avais déjà un début de Parkinson. Les 4 premières sorties que j'ai faites en vélo, 4 chutes. J'ai persévéré, puis j'ai réussi à faire 1800 km de vélo dans mon été. Wow. Avec un garde du corps qui me suit en arrière, au cas où je tombe. Donc, la personne qui vous aide à vélo, c'est un des membres de Cohabitat. Oui. Donc, ce que j'entends dans votre histoire, c'est que là où l'isolement, quand vous êtes arrivé à Québec, aurait pu vous arrêter, là où la maladie, aujourd'hui, aurait pu vous empêcher de faire des choses, vous êtes pas découragé, puis vous vous êtes dit, si ma communauté, là, pour l'instant, n'existe pas, je vais la créer. Je vais aller demander de l'aide, je vais aller chercher du soutien, puis je vais aller créer un espace où on n'a pas à se sentir seul, on n'a pas à vivre nos difficultés seuls, puis en s'entraidant, on peut continuer à vivre une qualité de vie qui est, j'ai l'impression, exceptionnelle ici. Vous avez vraiment fait preuve d'audace, vous y avez cru. On a failli échapper ce projet-là plusieurs fois, disons. Ça prend des gens, je peux dire, têtus, là, persévérants, en tout cas, au moins, pour réaliser un projet comme ça, parce que plusieurs dans la province sont venus ici chercher l'information pour savoir comment on avait réalisé ce projet-là. Ils s'essaient dans leur région, mais au premier obstacle, ils démissionnent. C'est impossible de réaliser un projet comme ça si on démissionne à chaque fois, là, parce que des obstacles, ce n'est que ça. Puis je suis convaincu maintenant que regrouper des personnes sur la même vision, ça prend du temps. J'ai envie de dire que plus on prend de temps pour réaliser le projet, plus on a de chances de réussir. Un petit projet rapide de 3 ans et demi, là, ça n'a pas d'avenir. Parce que quand on va venir pour vivre dedans, on ne sera pas habitué, les gens ne sauront pas comment se comporter. Parce que quand on est débarqué ici, là, 40 familles, là, les enfants ne savaient pas se comporter. Les parents ne savaient pas se comporter. Personne n'avait jamais vécu dans une situation comme ça. Les parents disaient, mais j'ai perdu mes enfants. Avant ça, ils se brossaient les dents. Je leur racontais une petite histoire, puis ils se couchaient à 8 heures. Mais là, c'est fini, cela, là, parce que les voisins se couchent pas à 8 heures, eux autres, ça, là. Puis là, l'enfant, pour dire pourquoi lui, il se couche pas à 8 heures, là. Bon, il a fallu que tout le monde apprenne à vivre en communauté, puis ça faut prendre le temps. Puis ça a été la même chose quand on essayait de réaliser le projet. Tout était mis dans le but de préparer la communauté à débarquer dans Cohabitat. Premièrement, là,
Michel nous a presque forcés à aller visiter des co-housing aux États-Unis pour partager l'information avec lui, pour pas qu'il soit le seul jouer au gourou, là. Il voulait que tout le monde puisse constater sur les lieux à quoi ça ressemble la vie communautaire. Puis ça a été très bénéfique. On a appris beaucoup de choses de ces voyages-là. Moi, je suis allé 2 fois. On a visité à chaque fois 4-5 communautés. Je leur ai demandé, mangez-vous souvent en communauté? Oh oui, à Noël, on mange ensemble. Des fois, il y a des fêtes d'enfants. Puis là, on voyait qu'elle cherchait dans sa tête les rencontres. Nous autres, on se demandait si on allait manger 7 jours ensemble ou bien 1 fois par semaine. Mettons que je veux être un peu drastique, là. On avait vu tout ce qu'il fallait pas faire. Ben, ça nous frappe quand on voit quelque chose qu'on n'aime pas, là. Puis quand on est revenu ici, ben notre idée changeait, puis ça unifiait la communauté là, dans sa vision du futur, là. Est-ce que vous y retrouvez ce que vous espériez à Cohabitat quand vous avez commencé il y a déjà J'avais, avant de prendre ma retraite, pensé à ce genre de projet-là, de vivre en communauté, mais je pensais que ça intéressait que les personnes retraitées. Mais quand j'ai rencontré ce projet-là qui est intergénérationnel, j'ai dit « Wow! C'est beaucoup supérieur au projet que j'avais imaginé. » Parce que des retraités qui vivent ensemble, ça mène à tout le monde va mourir ensemble. Tandis que l'intergénérationnel, ça ressemble plus à la vraie vie. Il y a des enfants qui jouent dehors, il y a des parents qui vont travailler, il y a des grands-parents qui restent à Cohabitat. On est un petit groupe de retraités ici, c'est suffisant. Avant que tout le monde ait 80 ans à Cohabitat, ça va être long, là. Ici, on joue tous les rôles qu'on peut retrouver dans la société. Je dis sérieusement que j'habite au paradis. Merci vraiment beaucoup, Paul-Henri, d'avoir accepté de nous expliquer tout ça. Voici quelques bribes du grand projet que j'ai vécu. Merci beaucoup. Donc là, de retour à toi, Sylvain, est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie pour toi, les communs? En as-tu une compréhension, une définition, une manière dont ça résonne pour toi? Est-ce que c'est un concept que tu utilises? Ouais, la première fois que tu m'as parlé de commun, c'est sûr que moi, j'ai fait comme, OK, ouais, on parle des communautés intentionnelles. Puis là, tu m'as dit, non, c'est un peu plus large. OK. Mais là, si je reviens à ce que moi, j'avais compris, donc au départ, je me suis dit, un commun, donc le Bing Bang, c'est une communauté intentionnelle, donc un regroupement d'individus qui vont facilement, là, je vais par la définition plus sémantique, là, mais c'est on se regroupe et on a une intention commune de créer un truc ensemble, puis de se donner des guides, des guides, des fondements, des lois, des ci, des ça, etc. Puis on se regroupe et on fait notre bout de chemin ensemble. Vous avez d'ailleurs un concept assez chouette qui est comme une épicerie sur place. Ouais, en fait, est-ce que tu veux en parler? Certainement. C'est notre micro-épicerie. Ça, c'est arrivé quelques années après l'inauguration. On avait ces locaux-là qu'on avait dit, on a une chambre froide, puis on a un espace pour loger du matériel plus sec ou de la nourriture sèche pour les repas communs. Sauf que là, on s'est rendu compte, oui, on achète en grande quantité pour les repas communs, mais est-ce qu'on pourrait pas aller juste un petit peu plus loin? Fait qu'acheter des plus grandes quantités, que ce soit les noix, que ce soit les farines, que ce soit les huiles, les savons. Puis est-ce qu'on ne pourrait pas se revendre, nous, ces produits-là à nous-mêmes? C'est ce qu'on a décidé de faire. Fait que là, on appelle ça la micro-épicerie. Donc, ça consiste, on achète les grandes poches de contenu, on les met à disponibilité dans un local ici. Et là, les voisins, ils viennent, disons, prendre une tasse de farine, puis ils vont peser, puis ils vont cocher. Donc là, ils vont marquer leur nom, la quantité, puis etc. Puis tout ça est basé sur la confiance, évidemment. Donc là, j'ai pas d'employé ici qui s'occupe. Puis tout ça pour vous dire que au final, ça balance. À la fin du mois, à la fin de l'année, tout se passe bien. Puis en haut, on va vendre. Donc quand je dis en haut, je parle au rez-de-chaussée de la maison commune. Là, on va avoir les bières, les vins qu'on va vendre aussi, puis les œufs. Donc les œufs frais.
Et ça fonctionne bien sur la confiance. Tu le disais, à la fin de la journée, les rapports comptables balancent, pour les appeler comme ça. Parce qu'au final, tout le monde y gagne à ce que ce système-là reste en place. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que je pense que des fois, les gens sont cyniques quand on leur parle de faire les choses de manière un peu alternative, décentralisée, en se basant sur la confiance et la collaboration. Oui. Comme si, intrinsèquement, on était des êtres compétitifs qui ne cherchent qu'à écraser les autres, alors que pas du tout. Sinon, on n'aurait jamais survécu à travers les époques. Donc, je trouve ça vraiment chouette. J'ai peut-être un autre exemple à ajouter. On va faire un peu la même chose avec les voitures. Donc, on a un système à l'interne qui s'appelle Locomotion. Donc, ça a été développé là, par Solon à Montréal. Donc, c'est une application qui va nous permettre de gérer le prêt de voitures en particulier. Communauto, c'est une compagnie, c'est un OBNL, etc. Mais nous, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas, nous, se prêter entre nous la voiture? Et jusque-là, ça allait. Fait qu'on avait tendance à faire des prêts comme ça, entre voitures, voici ma clé, bing bang, tu ramènes l'essence, etc. Mais là, on s'est dit, on va rajouter la dimension qui nous manquait finalement pour s'inscrire là, dans une démarche plus structurée, c'était l'assurance. Fait que lorsque je prends une voiture de locomotion, là, pendant ma location, je suis assuré par un autre assureur. Fait que là, ce que ça a fait en sorte, juste d'avoir cet outil-là, ce système-là, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs voisins qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Et donc, un peu à la manière de la micro-épicerie, ça fait en sorte qu'on se partage des équipements individuels qui, en fait, on le sait, là, la voiture reste stationnée souvent 23 heures sur 24 là, dans une journée. Fait que ça permet là, de contribuer un peu à notre mission, à notre vision, à notre volet écologique là, de notre projet. Là. J'aimerais revenir à toi pour ma prochaine question. Sylvain, quand tu étais un ado, est-ce qu'à l'époque, tu te projetais de vivre un jour dans une telle communauté? Ah non, pas du tout. Je me projetais pas de vivre dans une communauté. Par contre, ce que je savais à ce moment-là, lorsque j'étais un adolescent, c'est que je trouvais, pas qu'il en manquait de la communauté, mais le point, c'est que je trouvais ça un peu, j'avais la difficulté à me rendre compte, OK, chaque maison, parce que j'étais un enfant de la banlieue, là, j'ai vécu en banlieue, pourquoi que chaque maison a sa tondeuse? Pourquoi que chaque maison a son entrée? Pourquoi que chaque maison a sa voiture? Pourquoi que chaque maison... Donc, tous les biens étaient individualisés. Puis je m'étais dit, il me semble qu'il devrait y avoir un meilleur moyen pour partager les biens. Puis ça, je trouvais ça vraiment bizarre. Alors que quand je m'impliquais dans mon école secondaire, dans une équipe technique, là, on partageait les équipements, on partageait les idées. Aussi à la radio étudiante ou au journal étudiant, là, on était plus dans le partage, dans le groupe. Puis là, quand je revenais à la maison, OK, là, on revient en mode individuel. Chaque personne a ses affaires, son équipement, sa tondeuse, son marteau, son spa, sa piscine, sa voiture, son driveway, puis moi, je m'étais dit, non, c'est pas comme ça que je voulais vivre. Fait que je m'étais dit, quand je vais être plus vieux, je vais aller vivre en ville. Fait que là, je vais aller vivre dans peut-être une maison de ville ou un condo, un appartement, etc. Je m'étais dit, je voulais quitter ce monde-là un petit peu individuel. Puis là, quand j'ai vu que Cohabitat existait, puis là, on va sauter quelques années en avance, là, finalement, un peu plus loin, mais j'ai vu que Cohabitat proposait un peu une solution, en fait, à tout ça. Parce qu'il faut le dire, moi, je cherchais avant tout un milieu de vie écologique. Fait que j'ai découvert le milieu de vie écologique, la localisation qui était très proche du centre-ville, à Sainte-Foy, proche des écoles, des universités. Et ensuite, j'ai fait il y a aussi la communauté. Puis c'est là que ça m'a ouvert un peu les esprits. Puis j'ai découvert ce nouveau mode de vie-là. Nouveau. On se comprend, évidemment. Pour moi, c'était nouveau. J'avais pas pensé un jour peut-être venir vivre dans une communauté. Puis là, je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais venir adhérer. Et c'est là que on a eu un 6 mois de réflexion. Puis on a participé aux différentes corvées. On a participé au repas commun. On a rencontré les voisins. Et ces personnes qu'on a rencontrées à Cohabitat Québec à l'époque nous ont fait réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait finalement. On arrive à mes questions de la fin. Oui, déjà, ça va vite. Ça passe vite. Est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec tes valeurs? Oui. Puis j'essaie toujours de me poser ces questions-là de manière fréquente, de me dire, est-ce que actuellement, ce que je vis, ce que je fais, ce que je décide, ce que je ne décide pas aussi, là, parce que de pas prendre de décision ou de refuser des choses, ça fait partie évidemment de choix d'alignement. Là. Et je pense que ce que je fais ici, et les décisions que je prends à Cohabitat Québec, ça c'est conforme à mes valeurs. Là. Finalement, une réponse courte, j'aurais pu dire simplement oui.
mais ouais, fait que l'ensemble des décisions que je prends au quotidien contribuent à réaliser ma vision que c'est de vivre, voilà. Puis et plus généralement dans le vivre ensemble là, ici là, parce que c'est un peu ça qu'on essaye là. Moi je me vois un peu comme un espèce de laboratoire humain, puis on essaye, on fait notre possible finalement pour mieux vivre ensemble. Puis je pense qu'on y arrive quand même bien. Quelle est ta plus grande fierté? Ah, OK, celle-là aussi je vais y penser. Seigneur, non mais là t'as peu là, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses que je suis fier, mais je pense que je suis fier, notamment d'avoir eu et de conserver cette curiosité qui est nécessaire dans la vie de tous les jours là, pour prendre de multiples décisions. Puis moi, j'ai eu la curiosité à une certaine époque de me dire, bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres manières de vivre? Est-ce que je pourrais pas m'intéresser à ce groupe-là qui ont cohabité à Québec? Puis de me dire, ah, ben, voilà. Fait que moi, je me dis, la curiosité, c'est très important, que ce soit dans ma vie personnelle, puis que ce soit dans ma vie professionnelle aussi. Je suis quelqu'un ça a toujours été la curiosité qui m'a permis d'apprendre des nouvelles choses, puis d'être en auto-formation. Là. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement autodidacte. Puis, si je reviens un peu à mon profil professionnel, je suis quelqu'un qui travaillait en audiovisuel, puis en médias sociaux. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école de médias sociaux. Puis en audiovisuel, ben j'ai pas de formation formelle dans ce domaine-là. Fait que j'ai beaucoup appris de mes pairs. J'ai appris sur YouTube. J'ai appris de partout. Puis ça, je pense que ça nécessite une grande curiosité. Fait que moi, j'ai le goût de répondre comme ça. Quelle est ma plus grande fierté? Ben, d'avoir fait preuve de curiosité et de continuer à en faire preuve là, à tous les jours. Et la curiosité et l'ouverture, c'est des très bons états d'esprit, mais ça prend aussi, je pense, le courage de la mise en œuvre, de l'essayer et de tenter l'aventure. Et ouais. Ça, je pense que tu l'as très bien démontré. En tout cas, je te le nomme parce que tu t'es lancé dans l'aventure Cohabitat sans forcément de garantie que ça allait bien se passer. Puis là, Exact. Ça fait 8 ans que tu es ici. Vous avez, avec ta conjointe, votre petit, qui je pense a un petit peu plus qu'1 an à peine. Donc, c'est une belle aventure d'une vie. Oui, exact. En tout cas, on a beaucoup de plaisir avec notre petit garçon. Puis on est content, en fait, de lui offrir ce lieu-là, cet espace-là, ce projet-là de vie. Parce que là, Jasmin, notre garçon, vit entouré dans l'intergénérationnel avec des voisins. Puis à tous les jours, il en bénéficie parce qu'il a l'opportunité d'avoir de multiples contacts à tous les jours, que ce soit avec sa grande sœur, là, entre guillemets, qui est notre voisine, qui vient pratiquement tous les jours le voir, passer 15, 20 minutes, 30 minutes, ou c'est d'autres grands-parents, des oncles, des tantes qui sont finalement les voisins, en tout cas pour lui, là. Puis il y a beaucoup de plaisir dans le carré de sable, puis en tout cas juste de le voir aller, là, ces jours-ci, on passe aussi beaucoup de temps dans les fruitiers, là, les petits arbres de fruits, fait qu'on se promène avec lui, puis là, on lui donne, ça c'est des mûres, ça c'est des framboises, ça c'est les bleuets, puis les camerises, puis bon. Puis là, on le voit heureux, là, puis on le voit courir là, sur le terrain, puis voilà, on a énormément de fierté, puis beaucoup de plaisir à le voir évoluer là-dedans. Ouais. Puis pour ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent, qui connaissaient peut-être pas le concept de commun, puis peut-être à ceux qui se sentent seuls ou qui sentent impuissants à agir face aux difficultés sociales? À la manière dont le monde va, as-tu quelque chose que tu as envie de leur dire? Je dirais simplement de continuer à s'informer, puis de ne pas chercher non plus à vouloir tout faire, tout changer, parce que chaque personne a ses réalités, a ses besoins, a ses petits soucis, ses enjeux, etc. Mais c'est d'aborder chaque problème, chaque situation, ou un à la fois. Nous, on dit à Cohabitat Québec, on a des bouchées d'éléphants là, pour s'occuper de la maison commune. Ben, je le ferai un petit peu dans la vie personnelle aussi. Donc, les bouchées d'éléphants, c'est qu'on va déconstruire l'éléphant en petits morceaux puis les attaquer un après l'autre. Sinon, il y a la théorie des petits pas qui est un peu sur le même principe. Là. Donc, si on regarde la grande marche, de se dire, bon, faut être capable d'y arriver. Ben non, tu prends une marche à la fois puis c'est correct comme ça. Là. Finalement, c'est une étape à la fois qu'on y arrive. Puis c'est la même chose qu'on va dire aux gens qui veulent démarrer un projet similaire à Cohabitat Québec. Ben, on leur dit, ben écoutez, nous, ça fait 20 ans. Là. 10 ans de réflexion, 10 ans d'exécution. Ça prend du temps. Ça prend du temps.
faut prendre le temps de faire chacune des choses, puis il faut célébrer chaque petite victoire, chaque petit moment, chaque changement, là, mais d'être toujours un peu en mouvement, de faire preuve de curiosité. On revient à la curiosité. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. C'était tout pour moi, pour mes questions. Je te remercie pour ton accueil depuis hier soir à Cohabitat, puis pour le temps que tu as pris ce matin à t'ouvrir et à répondre aux questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Stella. Merci beaucoup d'être venu et de m'avoir fait réfléchir à certaines questions. Avec mes questions faciles. Oui. Merci. Merci. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.